Bonjour, donc je me présente Faouzia Kalali. Je suis enseignante à l'université de Rouen, Normandie, en France, et puis à l'INSPE, un institut donc de formation des enseignants. Alors, tout d'abord, je suis ravie de cette invitation à participer donc à la formation d'enseignants et d'étudiants de l'autre côté de l'océan Atlantique, cette collaboration entre nos deux pays, la France et le Brésil, et particulièrement donc je remercie ma collègue Denise Freitas de m'avoir permis cette collaboration. Alors, on m'a demandé donc de faire une intervention sur l'éducation scientifique dans notre société actuelle, l'éducation critique, est donc une société impactée par les changements climatiques, les problématiques complexes de santé, et donc de voir ça avec une vision de regard inclusif sur cette société qui permet à tous donc de se partager notre planète, et puis avec un regard particulier sur les valeurs. Alors donc moi j'ai souhaité, puisque je ne dispose pas de beaucoup de temps, d'aborder l'éducation critique aux sciences par une valeur qui me tient à cœur et qui est importante pour nos sociétés, qui est donc la valeur de la citoyenneté. Et quand on est dans cette valeur-là, on peut avoir ou travailler sur d'autres valeurs. Donc, comme cette diapositive vous le montre, la valeur de la citoyenneté, elle montre actuellement l'enjeu qui est donc un enjeu sociétal, un enjeu scientifique, un enjeu politique, c'est la relation science-société. Là, par exemple, je vous ai montré deux dessins de deux écoliers. Et donc, c'est une enquête qui a été faite par Sylvie Dupré, et elle a demandé à des enfants de l'école primaire ici en France de dessiner la planète. Donc ce sont des enfants du CM2 je vous ai choisi deux dessins qui sont contrastés. Un dessin d'un enfant, Arthur, qui a 10 ans, et on a une espèce de chaos où il y a une petite, comment dire, une sorte de petit radeau, de petit iceberg avec un être vivant dessus, et il écrit la planète elle est complètement détruite, il va faire 60 degrés, et donc c'est très dur pour nous. Et puis il y a le dessin de Léandre, 11 ans, où on a un regard sur la biodiversité, mais aussi on a un hôpital, on a donc, comment dire, à côté de cela, on a le progrès scientifique. Et Léandre dit, la Terre, ce n'est pas aussi horrible que ça. Et donc là, on voit un peu l'impact sur les élèves déjà à cet âge-là de ce qui se dit dans la société, dans les médias. Et donc, si je parle d'éducation du citoyen, c'est donc ces citoyens-là qui seront des futurs, c'est la future génération. Et nous, en tant qu'enseignants, on doit être sensible au fait que dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser, il faut attirer l'attention sur ces problématiques-là. Donc voilà, je vais travailler avec la notion, donc avec vous, avec la notion donc de, comment dire, de citoyenneté. Alors, la citoyenneté, on n'a pas attendu le XXIe siècle pour dire, voilà, il faut sensibiliser les citoyens. Bien entendu, aujourd'hui, au XXIe siècle, l'appel à intégrer donc le citoyen dans les débats sociétaux, ce nouveau paradigme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de science-société,
qui vient maintenant des milieux de recherche, des milieux donc scientifiques et aussi politiques. Il a existé depuis des siècles. Je vais juste remonter à Condorcet et donc à la modernité. Et là, on a eu et là on a cet appel à la citoyenneté. Là, je vous ai mis une définition de ce que veut dire la modernité par Alain Touraine, un philosophe, et qui va situer mon propos par rapport à ce qui se disait au temps de Condorcet. À cette époque-là, sous sa forme la plus ambitieuse, donc il faut à côté de cette production, c'est-à-dire de ce progrès scientifique qui est immense au siècle dernier, il faut qu'il y ait face à ça des individus libres. D'ailleurs, Condorcet, il est allé même plus loin en disant qu'il faut former les jeunes, les citoyens, à la connaissance des institutions scientifiques et politiques. Et donc c'est cette émancipation par les savoirs, c'est cette vision-là de la citoyenneté à un moment où le progrès scientifique n'est pas critiqué. Eh bien, je l'ai mis en couleur pour faire ressortir l'idée sur quoi va reposer donc cette correspondance entre une culture scientifique et une société avec des individus libres. Eh bien, sinon, sur le triomphe de la raison. Le triomphe de la raison, c'est donc le triomphe de l'objectivité, le triomphe de la rationalité, le triomphe de la science, pardon. La science qui, je rappelle, au moment de la modernité, au moment des Lumières, n'est pas questionnée. C'est-à-dire, le progrès scientifique, il est complètement partagé par tous et tout le monde y adhère. Bien, maintenant, je vais revenir à notre époque actuelle, le XXIe siècle. Historiquement et de point de vue philosophique, on n'est plus dans la modernité. Depuis quelques décennies, on a des problématiques liées à la science, c'est-à-dire que la science ne résout plus des problèmes, elle en crée. On a l'éruption du risque dans la société lié au progrès de la technoscience, et donc on a basculé dans une nouvelle époque que les philosophes, les historiens appellent l'époque de la post-modernité. Et donc cette époque-là, elle est située dans les grands bouleversements structurels de nos modes de pensée, des modes d'organisation de la société. Et donc, comme je l'ai dit, le progrès ne va plus de soi. C'est-à-dire que l'idée du progrès, elle est, questionnée. Et la rationalité aussi, comme valeur émancipatrice des individus et des sociétés, est re-questionnée. Quel type de rationalité? Y a-t-il une seule rationalité? Et donc, cette postmodernité coïncide avec l'émergence de questions complexes, de questions incertaines, de la méfiance vis-à-vis des scientifiques et de la science, c'est-à-dire cette scission entre le monde des scientifiques et les citoyens, cette rupture un petit peu dans le contrat social qui relie les sociétés, qui relie la société, les citoyens et les scientifiques. Et donc toute cette méfiance-là à laquelle ne souhaite personne, les scientifiques eux-mêmes, les communautés scientifiques sont désireux de partager leurs travaux, leurs résultats et montrer toute la valeur de ce qu'ils font. Et donc ces changements
euh, sans, sans la cloche d'une nouvelle ère, donc cette postmodernité, où avec la formation d'un citoyen doté d'un esprit critique, on va donc permettre aux individus d'entrer dans un débat, d'entrer dans une discussion avec les experts, avec les scientifiques. Et donc on va un petit peu sortir d'une logique d'adhésion des citoyens considérés uniquement comme consommateurs, parce qu'on ne leur reconnaît pas la valeur du fait qu'ils peuvent posséder des connaissances, qu'ils peuvent avoir une certaine maîtrise, ou du moins une capacité dans la problématisation. Et donc cette façon de reconsidérer la science en plein dans son contexte, donc une science contextuée qui colle à des problématiques sociétales, et qui fait donc aussi revoir l'image qu'on se fait du citoyen, et donc du coup quelles sont les retombées de point de vue comment dire éducatif et didactique. Alors j'ai parlé donc d'un nouveau régime de production des savoirs. C'est attesté par les science studies, c'est-à-dire par les sciences sociales. C'est attesté donc par ceux qui font l'histoire des idées, l'histoire des sciences et l'histoire et la philosophie des sciences. Donc il y a un moment où on n'est plus dans, comment dire, cette position top-down, c'est-à-dire un triangle décideur, hein, ça a été attesté par les recherches, le politique, l'industriel et l'économique, et le politique, l'industriel, l'économique et les scientifiques, hein, l'industriel derrière lequel il y a la technoscience, hein. Donc le triangle, c'est la science, l'économie et le politique, qui sont donc dans cette sphère, cette noosphère de décision, et qui va donc, par une logique descendante, vouloir faire adhérer donc le citoyen à des prises de décision, à des décisions, et cette adhésion a influencé toutes les enquêtes internationales et européennes, c'est-à-dire ce sondage d'opinion, sondage des publics donc sur la science, sur la recherche, sur l'impact des innovations, des inventions, et comment ça a impacté ces études ou ces enquêtes internationales sur la scientific literacy ou la culture scientifique. Eh bien, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de déficit des connaissances, et donc les citoyens sont vus comme déficitaires en connaissances, et ce triangle dont j'ai parlé, décideurs, scientifiques, économiques, aspire à faire adhérer par un accompagnement pédagogique dans lequel il n'y a pas de, vous le comprenez bien, hein, il n'y a pas de co-construction, de co-partage, c'est vraiment descendant. Mais ce modèle montrera ses limites quand il y a donc l'éruption de ces problématiques de risque et le besoin des citoyens de se saisir eux-mêmes et d'être désireux de maîtriser leur avenir. C'est ce qui se dit ici dans les propos de Dominique Pestre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire aujourd'hui au XXIe siècle, nos sociétés sont devenues, de point de vue culture scientifique, un petit peu avancées par rapport à l'époque de Condorcet, hein, si je prends cet exemple-là.
Mais ces sociétés, ces individus deviennent désireux de participer, hein. Donc au lieu d'adhésion, il y a ce qu'on appelle le besoin, le désir de participer au débat, donc qui font rage dans la société à propos de problématiques importantes. Et donc si on le voit ici, j'ai donc montré qu'il n'y a plus besoin de ce cadrage pédagogique de type top-down, ce modèle où l'individu est considéré comme déficitaire en connaissances. Il y a donc ce qu'on appelle ici un besoin de culture scientifique ou d'alphabétisation scientifique ou de compréhension publique de la science, qui est donc loin d'être une évidence, mais qui se construira au fur et à mesure et qui pénétrera les milieux de la recherche, les milieux académiques et aussi les milieux politiques. Et ça va rentrer à renfort de ce qu'on appelle les sciences participatives aujourd'hui, mais aussi à un moment donné les citizen science ou la science citoyenne, qui va donc qui donc s'appuie sur ce nouveau régime de production de savoir attesté par Dominique Pestre, cette science qui colle à son à son contexte. C'est plus une science pure, détachée de tout effet ou tout fait social, et qui est donc une science qui est donc devenue une science où les individus participent dans un processus de démocratisation. Et donc, ils peuvent participer à la coproblématisation. Ils peuvent participer aussi à la récolte d'informations, de données, et ils peuvent entrer, et c'est ça qui est important, en discussion, en débat avec les experts. Ils peuvent donc questionner l'expertise par une sorte de contre-expertise, puisqu'on est donc dans un modèle non top-down, mais un modèle qu'on a appelé bottom-up, c'est-à-dire qui va de la base et qui va remonter aux différentes sphères pour permettre donc cette coproduction des connaissances. Et ça devient tellement un enjeu pour notre société actuelle qu'en France, par exemple, la culture scientifique, participer, c'est-à-dire c'est inscrit dans la mission de chercheur par une loi, donc c'est la stratégie nationale de recherche, et une loi donc, qui date de 22 juillet 2013, c'est inscrit dans la mission du chercheur, donc de promouvoir la culture scientifique, technologique et industrielle, et de chercher et de les identifier et de les mettre en évidence, c'est-à-dire ces impacts de ces recherches sur la société. Et c'est pour ça qu'actuellement, et c'est une bonne chose de voir donc dans les médias des scientifiques, des chercheurs qui prennent la parole et qui participent à l'éducation scientifique et à la culture scientifique, parce que ce n'est pas uniquement le rôle de l'école, de l'université, le rôle des musées, même si dans les musées on peut avoir différents intervenants qui viennent donc soit de la société civile, soit des milieux académiques. Donc voilà, à un moment donné, la citoyenneté était recherchée, donc c'est la période de la modernité, elle était recherchée pour émanciper les sujets, pour qu'ils soient des individus libres, ni un sujet d'un roi, ni le sujet de l'Église, mais des individus capables donc de décider, de participer à des prises de décision. Arrivé donc à cette période que nous vivons actuellement, pleine de bouleversements, de mutations,
où la science ne produit plus des bienfaits, mais elle cause aussi des problèmes qui peuvent être donc des risques pour nos sociétés. Et donc, on ne cherche plus à faire adhérer les individus, les citoyens, mais plutôt à leur engagement, à leur participation. Et donc, plus jamais, plus qu'auparavant, on a besoin de doter ces individus d'une culture qui va leur permettre donc de participer activement, soit à leur échelle individuelle, soit collectivement, ou les deux d'ailleurs. Hein. L'engagement, c'est aussi donc une participation, comment dire, à l'échelle collective. Je peux donner des exemples ici en France, mais on peut en trouver l'équivalent aussi au Brésil. Par exemple, en France, c'est parti donc de l'Europe, c'est Vendredi du climat, où les écoliers, c'est des collégiens, des lycéens, sortent dans la rue, militent pour une autre société, pour la sauvegarde de la planète. Et c'est comment dire, un mouvement qui prend racine dans, par exemple, l'écolière Greta Thunberg. Donc voilà, les vendredis du climat, c'est ce mouvement de revendication, de contestation des jeunes pour qu'on leur donne aussi une part dans la prise en compte des problématiques d'aujourd'hui. Il y a aussi, à partir de 2019, beaucoup de mouvements des étudiants qui demandent à ce que leur formation soit, comment dire, une formation qui ait du sens. Hein. Les étudiants et les écoliers et les élèves cherchent à ce que ce qu'ils apprennent à l'école ait du sens, c'est-à-dire à ce qu'ils soient en adéquation avec les problématiques qu'ils vivent, avec comment dire, les grandes questions qui sont soulevées dans les débats, soit rapportés par médias, soit dans la littérature. Et donc, comment faire maintenant, en sachant cela, puisqu'on est parti donc d'un point de vue historique de la modernité à la postmodernité, on a aussi regardé ce qui se passe à l'échelle de la société, comment on peut voir cela sur le plan de l'école. Alors, sur le plan de l'école, donc quel est l'enjeu? Il faut donc que cette demande du sens, hein, qui est très importante, elle est légitime, mais elle est aussi un devoir, elle est aussi un impératif, un réquisite pour l'apprentissage. Il faut donc militer pour que les activités scientifiques ne s'inscrivent pas seulement, et hélas, c'est ce qui se passait depuis un moment, depuis quelques années, on mettait on mettait la gomme, on mettait l'importance sur l'opérationnalisation des compétences, sur les savoirs savants, c'est-à-dire sur les compétences de problématiser, d'argumenter, d'écrire, d'analyser, c'est-à-dire cette maîtrise de savoir, mais à laquelle il faut ajouter, puisqu'on veut former également des citoyens avertis, il faut ajouter donc la discussion avec les experts qui, elles, demandent d'autres compétences. Bien sûr, elle va s'appuyer sur l'esprit critique, l'esprit d'analyse, mais elle va aussi s'appuyer sur distinguer dans les opinions le vrai du faux, confronter des discours et essayer à partir de cette analyse de discours de trouver quels sont donc les éléments qui se rapportent à une certaine vérité. Il est donc nécessaire de s'attacher également à ce qui relève des primas. Alors les primas, je fais référence aux travaux de Jean-Louis Martinan, donc didacticien des sciences.
qui lui les voyait donc dans les bases d'une initiation, d'une éducation scientifique qui doit partir dès l'école primaire, dès l'école maternelle. Mais les primas aussi, c'est tout cet arrière-plan affectif, c'est-à-dire développer les dispositions, les attitudes, faire désirer les élèves et les participer à leur apprentissage, donc en jouant aussi sur cette comment dire, dimension affective, c'est-à-dire cette dimension de motivation. Donc si on prend un exemple sur les OGM, le climat, l'énergie, on va donc penser à des activités qui soient culturelles, c'est-à-dire qui aient du sens, qui soient donc représentatives de ce qui se passe dans la société. Donc ça doit être des questions complexes et porteurs du sens. Et donc là, on va les considérer dans une sorte de correspondance féconde pour ne plus rester uniquement sur le plan de uniquement les savoirs savants. On va donc essayer d'abord de cibler des compétences sur le plan de la prise sur des informations empiriques, la collecte, la recherche de régularité, c'est-à-dire ce qui n'est pas, ce qui revient avec régularité pour rentrer un petit peu dans la chaîne causale, les invariants, hein, ça relève donc de la science, et faire une sorte de raisonnement donc d'un bilan, ce qui rentre, ce qui sort, quand on est dans des questions donc de comment dire d'écologie ou d'écosystème. Après, on va viser aussi des élaborations conceptuelles. En élucidant ces chaînes causales, on va donc essayer de faire des interrelations. C'est-à-dire que quand les élèves se trouvent devant un problème complexe, le B à bas, c'est qu'on les forme à distinguer les faits de leurs conséquences, les faits des résultats. C'est-à-dire cette chaîne causale, si elle n'est pas claire pour l'individu, il ne peut pas avoir un raisonnement adéquat et du coup il ne peut pas proposer une solution viable, durable. Donc la connaissance des chaînes causales, savoir mettre en relation, ça reste un réquisite quand même pour pouvoir comprendre les problématiques complexes. Et puis après, on va sensibiliser les élèves à maîtriser le débat. Le débat, c'est pas celui qui va crier le plus fort. C'est donc un apprentissage qui peut prendre lieu dès l'école primaire. La mise en questionnement donc de l'expertise, leur participation à la prise de décision. Et donc vous voyez la formation du citoyen, elle est coûteuse, hein, parce que elle va nécessiter de la part de ceux qui vont la mettre en place de considérer l'autre dans une solution, dans une perspective de coproducteur de connaissances. Et ça, c'est un modèle qui a lieu, qui est aujourd'hui reconnu par les sciences sociales. Il y a un très bon livre, donc Agir dans un monde incertain, de Calon, Lascoum et d'autres auteurs. Les auteurs parlent de ce qu'on appelle donc la démocratie technique. Enfin, ils parlent du fait que tous ces, vous voyez, ces dispositifs de conférence des citoyens, tous ces dispositifs, ils les considèrent comme des parités entre citoyens et chercheurs pour un moment. Et ce moment, c'est la problématisation. Parce que les chercheurs se sont rendus compte qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une participation, par exemple pour les maladies
les maladies orphelines ou pour le sida. À un moment donné, les familles de malades ont apporté une somme de connaissances importante, ont participé à la problématisation. Donc ont été des partenaires avec les chercheurs, mais à un moment donné, ben, le chercheur, il y a un temps de validation, comme pour le sida, aujourd'hui, comme pour le vaccin, par exemple, pour la Covid, pour fabriquer le vaccin. Donc il y a un travail en amont d'épidémiologie où on va sur le terrain, on va écouter le citoyen, on va essayer de regarder ensemble comment se pose le problème donc de la pandémie. Mais il y a un moment où le chercheur, pour produire son vaccin, il y a donc des protocoles qui sont purement scientifiques. Voilà, le citoyen ne va jamais se substituer aux chercheurs, donc loin de moi et des chercheurs qui s'inscrivent dans cette optique d'être dans un relativisme scientifique. Mais il faut reconnaître donc à ceux vers lesquels on va pour construire une société, parce que les questions, elles sont des questions politiques, hein. La dimension politique des questions complexes scientifiques actuellement, que ce soit en matière de santé, en matière d'environnement, la dimension politique suggère que la solution, elle n'est pas purement scientifique. C'est aussi un choix de société. Et donc, la dimension de citoyenneté, elle est imposée par nos sociétés démocratiques. Il faut donc faire participer les futurs citoyens ou les citoyens, si on est on est dans des forums de concertation, il faut donc les former à ces débats, à prendre part aux débats entre experts, à entrer en discussion avec ces experts et donc à la prise de décision, pour les amener donc à s'engager. Parce que l'engagement, c'est de l'action. Et je vais vous le montrer dans la diapositive suivante. Mais je veux insister sur le fait que cet outillage est vraiment important. Et autant il doit entrer dans ce qu'on appelle la culture scolaire, que dans ce qui se passe dans les milieux informels, dans les musées, dans les forums de discussion. Donc ma dernière diapositive montre un peu que ce qui est ici, donc, c'est les réquisites pour comprendre une question complexe, c'est donc les réquisites scientifiques, hein. Comme je l'ai dit, il faut, comment dire, comprendre ce qu'on appelle la chaîne causale, identifier les faits, leurs causes aussi, comment des facteurs interviennent, comment des impacts agissent pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Et quand on est dans un questionnement complexe, on n'a pas une solution, on a des solutions possibles. Donc voilà pourquoi moi, dans mon travail, et c'est un livre qui va sortir bientôt en 2023, c'est un livre donc qui a été édité et qui va être édité par les presses universitaires de Rennes. Ça s'appelle Perspectives curriculaires en éducation scientifique, où donc la dimension citoyenne, elle est largement abordée. Donc je mets face à cette prescription, parce qu'aujourd'hui, l'éducation du citoyen, en plus d'être une préconisation, c'est devenu une prescription qui émane des milieux scientifiques, des milieux politiques, mais c'est aussi un besoin de la société elle-même. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au mouvement de contestation. Et donc pour qu'on ne soit pas dans une logique top-down, c'est-à-dire à partir de ces prescriptions, on va avoir des cadrages pédagogiques où les personnes n'ont pas droit à la parole, je propose que parmi des figures possibles, le choix entre des solutions alternatives
puisse se faire donc sur la base d'éléments de culture qui associent autant donc des compétences scientifiques. Il y a donc également des compétences autres qui sont donc dédiées à l'action. C'est-à-dire que là où on veut former un esprit critique et donc une tête bien pleine, ici on veut aussi permettre à l'individu d'agir. Et pour aller à l'action, il faut donc aller plus loin que des connaissances. Et ce qu'il faut, c'est là, hein, c'est savoir identifier les enjeux, essayer donc de les maîtriser, savoir maîtriser ces impacts, essayer de les décortiquer, de les comprendre pour pouvoir proposer des solutions. Et donc, ces éléments-là qui peuvent être, là où on a donc des éléments d'éducation